Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour mon update lecture de janvier. Donc je vais vous parler aussi de ma toute dernière lecture de décembre dont j'ai pas pu vous parler. Et après des lectures que j'ai faites ce mois-ci. Bon, là on est le 23 janvier je crois au moment où je tourne. Donc je vais potentiellement lire encore un petit peu, mais je pense pas que je vais lire un livre en plus. Mais bon, si c'est le cas, je vous en parlerai sur Instagram et en update lecture de février. Je vais commencer par la librairie de Téhéran de Marjane Kamali. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo sur les recommandations de romans historiques. Je vais aller assez vite parce que je me répète avec cette histoire. Mais c'est un roman que j'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment adoré les deux personnages principaux, donc Banman et Roya, et aussi le libraire, Monsieur Fakri. Et pour vous parler un peu rapidement de l'histoire, il s'agit d'une romance historique, politique, un peu. Ça se passe à Téhéran en 1953 et on a une double temporalité avec le présent entre Banman et Roya et le passé entre deux aussi. C'est une histoire d'amour tragique puisqu'on sait dès le départ qu'ils ne finissent pas ensemble, mais on n'en connaît pas les raisons, donc on va suivre tout au long du roman leur début d'histoire d'amour, comment ils se sont rencontrés, qu'est-ce qui s'est passé, quelle a été la situation du pays qui a pu influer dans leur romance, etc. Donc on en apprend, enfin c'est une histoire d'amour qui est magnifique et en même temps on en apprend sur le pays, du coup l'Iran, que moi je connaissais très peu et au final c'était hyper intéressant de voir tout ce qui s'est passé, enfin tout ce qui a pu se passer à cette période-là, qui est assez, j'ai l'impression, assez charnière pour l'Iran. Et bref, si jamais vous avez envie de lire une romance, mais en même temps que ce soit assez historique et que vous connaissez pas l'Iran, c'est une super histoire pour la découvrir, donc je vous la conseille beaucoup. Si vous entendez des clac-clac tout le temps, je sais pas pourquoi, c'est mon meuble qui fait ça à chaque fois, c'est très chiant, parce qu'il le fait toute la journée. J'ai commencé l'année avec le second tome de Minuscule de Takuto Kashiki. Donc là on suit du coup Akume et Mikoshi. Donc Akume et Mikoshi, c'est des petits êtres de 9 cm qui vivent dans un tronc d'arbre, qui se déplacent à dos de scarabée. Voilà, déjà c'est une histoire très mignonne, j'avais adoré le premier tome et là du coup j'ai emprunté le second en bibliothèque. Enfin le deuxième plutôt. Et là elles ont d'autres aventures dont je ne vais pas vous parler puisque sinon ça va un peu trop vous spoil, mais les illustrations sont vraiment trop mignonnes. Je vais essayer de vous en trouver une que je trouve particulièrement mimi. Voilà, donc là c'est l'une des dernières histoires, ça s'appelle chapitre 14, Salon de thé et tartine, donc ça ressemble à ça. Voilà. Donc c'est des petites illustrations que moi j'aime beaucoup. Je vais continuer la série, mais pour l'instant tous les autres tomes sont empruntés en bibliothèque, donc j'attends avec beaucoup d'impatience. Le deuxième roman que j'ai lu, il s'agit du roman qui a été proposé pour le book club de janvier de Paper Palace. C'est La fille de la supérette de Sayaka Murata, une autrice japonaise comme l'auteur de Minuscule. Et ici, je vais vous lire le résumé d'abord et après je vous dirai mon avis. Depuis l'enfance, Keiko Furukura a toujours été en décalage par rapport à ses camarades. À 36 ans, elle occupe un emploi de vendeuse dans un combini, une sorte de supérette japonaise ouverte 24 heures sur 24. En poste depuis 18 ans, elle n'a aucune intention de quitter sa petite boutique, aux grandes dames de son entourage qui s'inquiètent de la voir toujours célibataire et précaire, à un âge où ses amies de fac ont déjà toutes fondé une famille. C'est un livre qui m'a un petit peu déroutée au départ parce que j'avais jamais lu de personnage tel que Keiko, parce que c'est un personnage qui rentre pas dans les cases de la société japonaise, et c'est très peu souvent le cas dans les romans japonais. Et celui-ci, c'était un regard beaucoup plus différent que d'habitude, et elle a une façon de penser qui est un peu plus particulière, vous le découvrirez dans le livre. Et c'est du coup, ça m'a un petit peu déroutée au départ, mais après j'ai fini par beaucoup apprécier Keiko. C'était un personnage hyper touchant qui m'a donné les larmes aux yeux, mais en même temps qui m'a fait beaucoup rire parce que vraiment elle a des punchlines incroyables. J'ai vraiment beaucoup ri à certains moments, notamment le dialogue qu'elle a, enfin du coup l'échange qu'elle a avec sa belle-sœur. C'est hilarant, vraiment lisez-le juste pour ce passage parce que c'était
vraiment super drôle. Dans le Discord de Paper Palace, on en a toutes et tous parlé et vraiment on était assez unanime pour dire que c'était le passage, vraiment il est lunaire, mais il faut le lire parce que c'est trop drôle. Et bref, Keiko en fait elle a un esprit très rationnel et on lui a toujours dit qu'elle était malade, qu'il fallait se soigner, mais elle comprenait pas pourquoi. Et le jour où elle a commencé à travailler dans le Combini, elle s'est vraiment sentie à sa place, elle rentrait enfin dans le moule et elle savait ce qu'il fallait faire, on lui disait que ce qu'elle faisait c'était bien. Donc au final, vu qu'elle se sentait en harmonie avec le Combini, elle a continué à y travailler. Le fonctionnement du Combini l'apaise et elle comprend vraiment ce qu'elle doit faire et elle se sent vraiment elle-même. Et c'est une histoire hyper intéressante qui parle du conformisme du Japon. Vraiment, c'était trop bien. Donc si jamais vous voulez lire ce livre, il est assez court, il fait je crois 200 pages, quelque chose comme ça. Ou même moins. Ah mais je vois 128 pages. Ah bon? C'était si court que ça? Bon, bref, il est très court et il est vraiment très bien. J'ai beaucoup aimé le style de l'autrice et le personnage de Keiko. Donc si jamais ça peut vous intéresser, lisez-le, c'est vraiment très chouette. Ensuite je me suis attaquée à un livre qui me faisait très peur. Il s'agit de Thornhill de Pam Smith. En fait je l'ai un peu emprunté en bibliothèque sur un coup de tête parce que j'étais allée à un club de lecture qui a été organisé par l'une des bibliothèques de ma ville. Et le thème de la fois passée, donc là où j'étais pas là, c'était sur les romans policiers, les romans qui font un peu peur, machin. Et quelqu'un a mentionné Thornhill, du coup il était présenté pour qu'on puisse l'emprunter. Et je me suis dit c'est l'occasion ou jamais parce que je l'ai vu passer plusieurs fois, la couverture me fait peur mais me fascine. Donc je me suis dit vas-y, prends-le et lance-toi dedans. Et bien évidemment je l'ai lu en pleine journée, je ne vais pas me donner des frissons pour rien le soir, je dors déjà assez mal comme ça. Enfin j'ai le sommeil très léger donc au moindre craquement j'aurais flippé et je me serais dit y a quelqu'un chez moi qui va me tuer. Vraiment mon esprit est comme ça, il est très sympa. Et bref, du coup je me suis lancée les yeux fermés dedans. Je connaissais pas du tout l'histoire, j'ai pas du tout lu la 4e de couverture, je me souvenais plus de quoi ça parlait. Je vais vous lire le résumé et je vous en parlerai après. Marie a habité là pendant des années. Entre ces murs, elle a vécu les pires moments de sa vie. Et là, elle ne peut s'empêcher d'observer cet étrange endroit depuis sa chambre. La nuit, elle se demande ce qu'il se cache. Certains ne voient en lui qu'un vieil orphelinat, d'autres sont au courant de son secret. Mais tout le monde connaît son nom, Thornhill. Au moment où j'ai commencé ma lecture, je savais pas qu'il y avait une double temporalité, donc on va suivre Ella et Marie. Donc Ella est le présent et Marie le passé. Et en fait, c'est un roman graphique donc qui mélange les dessins avec Ella au présent et les extraits de journaux intimes avec Marie au passé. Et c'est une histoire qui m'a retourné le cœur, vraiment gros giga trigger warning sur le harcèlement, parce que vraiment Marie a vécu une vie affreuse, même si les dessins d'elle me font un peu flipper, et en fait certains dessins m'ont mis très mal à l'aise, et notamment celui de Marie, j'ai eu un petit peu peur, enfin je l'ai trouvé... Je sais pas, elle me dérangeait. Mais après, son histoire est affreuse. Vraiment, c'est une petite fille qui a souffert et ça m'a fait tellement mal au cœur pour elle. J'ai eu les bonnes grosses larmes aux yeux parce que c'était vraiment dur à lire. Si jamais vous êtes sensible à ça, vraiment, le lisez pas. C'est vraiment un gros conseil, ne le lisez pas. Vous allez plus vous faire du mal qu'autre chose. Mais après, j'ai trouvé que c'était une histoire qui a été assez bien exploitée, la façon dont ça a été fait est assez intéressante, de découvrir un peu au fur et à mesure ce qui s'est passé via les journaux intimes. J'ai bien aimé le mélange du coup entre les dessins et les extraits, j'ai trouvé que c'était assez bien équilibré. Donc si jamais vous voulez un roman graphique pour l'automne ou l'hiver, c'est vraiment franchement un roman graphique qui peut être pour vous. Et si jamais vous aimez les trucs qui font un peu peur, ça vous plaira. Bon après moi il faut savoir que je suis une énorme flippette, hein, donc forcément j'allais pas le lire. Enfin, j'ai peur assez facilement dans les livres, donc c'est pour ça que je lirai pas de romans d'horreur. Ça sert à rien, sinon je vais faire des cauchemars pendant 3 semaines.
Mais voilà, je sais que ça n'a pas fait peur à tout le monde. C'est moi, mon cas en particulier, de meuf qui a peur pour beaucoup de choses dans les romans. Après cet épisode mouvementé, il me fallait un peu plus de douceur, donc j'ai lu Lou Sonata, la suite des aventures de Lou, de Julien Nil. Donc là, on va la suivre, elle est à l'université, elle entre à l'université et c'était vraiment trop bien. C'était comme retrouver une copine de longue date, parce que vraiment Lou, c'est un personnage fictif que j'adore, vraiment c'est vraiment une copine. Je l'ai tellement grandi avec elle, avec les dessins animés, que je regarde encore sur YouTube bien sûr, avec les Totally Spies. Ils sont tous les deux disponibles sur YouTube, allez les voir. Et en fait là, elle vit des premières fois que moi j'ai pu vivre aussi, enfin les premiers repas dans ton appart, le premier appartement justement, tes doutes sur ta première année de fac, t'es un peu perdue à l'université. Et en fait, elle vit tout ça et je me suis dit putain, j'ai vécu la même chose quoi. Parce qu'il y a certains moments, j'étais là genre waouh, moi aussi j'étais un déchet pareil dans mon lit quoi. Et j'aime toujours autant le style de l'auteur, les planches sont trop belles quoi, genre vraiment, c'est trop beau. J'aime trop. Voilà, encore une fois, je suis pas très objective sur Lou, mais en tout cas, si vous avez aimé Lou, vous avez probablement aimé Lou Sonata. Je sais que ça a été un peu à double tranchant sur certains. Il y en a qui n'ont pas trop aimé qu'elle grandisse et d'autres qui ont beaucoup aimé, mais moi ça a été un gros oui. Je sais que le deuxième tome de Lou Sonata sort dans pas très longtemps, je sais plus quand exactement, mais j'ai très envie de le lire, ça a l'air trop bien. Vous aurez compris, je vais pas passer beaucoup de temps sur Lou Sonata parce que j'ai pas grand chose à dire à part fangirler depuis mes 12 ans sur elle. Après j'ai lu un essai qui s'appelle Traduire Hitler de Olivier Manoni. Je sais, c'est un titre qui fait très peur. J'ai moi-même pensé que c'était un gros titre putaclic, je l'ai même dit en story Instagram. Et en fait, j'ai été bête parce que j'avais pas regardé la 4e de couverture et en fait, c'est pas du tout un titre putaclic, il a vraiment traduit Hitler. Pour vous contextualiser un petit peu, Olivier Manoni, c'est un traducteur littéraire qui est spécialisé dans la traduction d'écrits du Troisième Reich. Donc il a déjà traduit Goebbels, des trucs comme ça, des trucs sympas, Himmler et tout. Et en fait, dans cet essai, il explique, il raconte toute la traduction lourde et fastidieuse de Mein Kampf d'Hitler. Et en fait, il lui explique que ça lui a pris 10 ans entre 2011 et 2021. Donc en 2021, je ne sais plus quelle maison d'édition a republié Mein Kampf, mais entouré d'une équipe d'historiens et de scientifiques. Et Olivier Manoni était le traducteur de cette œuvre. Il explique toute l'énergie que ça lui a pris, comment ça s'est passé, pourquoi ils ont fait ça, les polémiques qu'il y a eu autour de ça. Et en fait, c'est un essai qui est assez court aussi, qui est hyper intéressant. J'ai adoré découvrir Olivier Manoni, que je connaissais pas du tout. Et en fait, dans le premier chapitre, il explique ce qu'il a pu déjà traduire auparavant, et c'est affreux. Je sais qu'il parle j'ai lu qu'il parlait de la médecine... je sais plus quel est le titre exact, mais en tout cas, ça traite de la médecine dans le nazisme. Et c'est écrit, je crois, par Goebbels. Donc c'est hardcore de ouf, ça a l'air affreux, je ne veux jamais lire ce truc. Et il explique en fait qu'il pleurait devant ces traductions tellement c'était un livre horrible à traduire et horrible à écrire. Il se rend compte de l'horreur et de la déshumanisation des juifs via ce livre. Enfin vraiment ça a l'air affreux, je vous déconseille, ne le lisez pas, c'est sûr. Vraiment faites pas ça, vous faites pas du mal à ce point. Et du coup on lui a dit de pas faire son travail de traducteur littéraire, donc il fallait qu'il colle au plus au style d'Hitler, donc reproduire les erreurs de syntaxe, reproduire le style très lourd d'Hitler, qui apparemment aimait beaucoup les adverbes, et en fait c'est une tannée déjà à lire, et il y a plein de néologismes, il y a plein de termes qui sont utilisés pour un peu lisser, mais au final c'est pour... parler de trucs qui sont assez affreux. Et je vais vous lire un extrait qui, je trouve, résume énormément le travail d'un traducteur
pour ce genre de texte. Non, traduire Hitler, Goebbels, Himmler, Rosenberg et les autres, ce n'est pas traduire de l'allemand. C'est traduire une langue forgée pour et par un totalitarisme meurtrier, une langue destinée à faire peur. Une langue pour tromper, mentir et abrutir. Je trouve qu'il est hyper impactant et vraiment on comprend tout l'enjeu de la traduction à ce moment-là. Parce que traduire Mein Kampf, c'est pas une partie de plaisir, on traduit l'horreur. C'est un essai vraiment très intéressant qui mérite d'être lu. Et je vous invite vivement à le lire. Si vous deviez lire qu'un livre dans toute ma sélection, c'est celui-ci parce qu'il m'a vraiment touchée. Bref, je vous invite vraiment à lire cet essai, il était génial et j'ai adoré découvrir Olivier Manoni que je ne connaissais pas du tout. J'ai regardé après des interviews sur YouTube. Vraiment, ce monsieur a l'air si gentil. Je veux le rencontrer un jour dans ma vie. Donc, si un jour Olivier Manoni passe par cette vidéo, on se rencontre quand vous voulez. Vraiment, je veux vous interviewer. Ça a l'air génial de discuter avec vous. Fin décembre et tout le mois de janvier, j'ai lu Raison et Sentiment de Jane Austen. Ça, c'est un livre que j'ai eu à Noël. Donc, c'est une édition illustrée de l'Archipel. Et ça combine du coup Raison et Sentiment et Orgueil et Préjugés. Donc j'ai commencé par Raison et Sentiment puisque c'était son premier roman tout simplement. Et je vais vous lire le résumé et je le reprendrai après. Injustement privées de leur héritage, Elinor et Marianne Dashwood sont contraintes de quitter le Sussex pour le Devonshire, ou Devonshire, je ne sais pas comment on dit, où elles sont rapidement acceptées par la bourgeoisie locale étriquée et à l'hypocrisie feutrée. L'aînée, Elinor, a dû renoncer à un amour qui semble partagé, tandis que Marianne s'éprend bien vite du séduisant Willoughby. Si Elinor, qui représente la raison, dissimule ses peines de cœur, sa cadette étale son bonheur au grand jour, incapable de masquer ses sentiments. C'est l'une de mes résolutions objectives de l'année, c'est que je voulais lire plus de classiques, et notamment tous ceux que j'ai dans ma pile à lire. Et vraiment, commencer par Jane Austen, j'ai trouvé que c'était une super idée parce que c'est une autrice qui m'intriguait depuis un petit moment. J'avais déjà vu les adaptations de Orgueil et Préjugés avec Keira Knightley là, mais j'avais jamais lu de Jane Austen et j'ai un peu déchanté au départ parce que je me suis un peu ennuyée pendant les 100 premières pages. Je me suis dit, ils font toujours la même chose, c'est toujours les mêmes actions. C'est un peu chiant et j'avais le seum de pas aimer Jane Austen parce que j'avais vraiment placé beaucoup d'espoir et au final à passer les 100 premières pages il y a beaucoup plus de choses qui se passent. Bon, ça me saoule, je vais le mettre là. Je disais il se passe beaucoup plus de choses, le rythme est beaucoup plus soutenu, il y a beaucoup plus d'action, il y a beaucoup plus de choses qui se passent tout simplement dans le roman, donc c'est vraiment plus intéressant. Et au départ j'ai eu un petit peu de mal avec l'écriture parce que c'est une écriture qui est totalement différente de celle qu'on peut lire actuellement, les tournures de phrases sont pas les mêmes, donc c'était un peu plus demandeur au début et au fur et à mesure j'ai réussi à m'adapter, ça allait, c'était pas trop compliqué à lire en vrai. Mais je trouve que le point central de ce roman c'est ses personnages, ils sont trop bien faits. J'ai adoré Elinor, Marianne m'a un peu plus saoulée, mais aussi elle fait des personnages qui sont tellement grotesques. Je pense à John Dashwood qui est le frère de Elinor et Marianne, mais lui c'est un cassos, hein. Il veut juste faire plaisir à sa femme et sa belle-mère, il voit que par l'argent, enfin vraiment c'est une critique hilarante de la société anglaise et il y en a plein qui sont bling bling, qui sont grotesques, vulgaires, enfin c'est tellement subtil et tellement bien fait. Enfin, j'ai trop hâte de lire les prochains romans de Jane Austen. Je pense que du coup je lirai Orgueil et Préjugés. Et vraiment c'était trop bien à lire. J'ai pas mis, ça n'avait pas été un coup de cœur vu que je me suis un petit peu ennuyée au début et il fallait que je m'accroche un petit peu. Mais après c'était vraiment trop bien de lire ça, c'était trop drôle. Et enfin le dernier roman que j'ai lu jusqu'à présent, parce que je tourne ça le 23 janvier, donc je lirai peut-être un autre livre entre temps, c'est Au prochain arrêt de Hiro Arikawa, donc la même autrice que Les Mémoires d'un chat qui a été un énorme coup de cœur l'année dernière. Et je sais plus si j'ai vu Les Mémoires d'un chat en premier ou celui-ci, mais en tout cas je trouve que cette couverture est magnifique. Elle me fait penser au Voyage de Chihiro, donc la fameuse scène du train. Et vraiment c'est trop beau, c'est l'une des plus belles couvertures je crois. Je vais vous lire le résumé qu'il y a au dos et on en parlera après. Au Japon, sur la ligne reliant Takarazuka à Nishinomiya,
Au gré des 8 gares que dessert le train au wagon rouge, plusieurs passagers montent et descendent, chacun a son histoire, chacun perdu dans ses pensées et dans les nœuds de son existence. C'est un roman que j'ai vraiment adoré, j'ai retrouvé la douceur qu'il pouvait y avoir dans Les Mémoires d'un chat. C'est beaucoup plus léger que dans Les Mémoires d'un chat, mais j'ai trouvé que le style de l'autrice était toujours au rendez-vous, j'ai vraiment beaucoup aimé eux. Il me semble que le terme exact c'est roman choral pour celui-ci parce qu'en fait les personnages sont liés entre eux par des petites conversations, enfin c'est un peu comme le film Love Actually, on a plein de personnages mais qui s'imbriquent un peu les uns dans les autres par des petites histoires communes, et là c'est un peu le même cas, chaque chapitre représente un arrêt de gare, enfin une gare différente, et du coup on suit à chaque fois différents personnages, et c'est, j'ai vraiment beaucoup aimé le concept. Enfin j'avais pas spécialement regardé la 4e de couverture, j'avais parcouru vite fait mais sans trop regarder parce que je trouve qu'elle est quand même assez longue, donc je vous ai lu que à peine le premier paragraphe. Et vraiment, il faut pas trop en savoir. Il y a juste quelques passages qui peuvent être un peu compliqués à lire. On parle de violence conjugale. C'est pas très explicite, mais c'est quand même mentionné, donc je préfère vous le dire. Mais en tout cas, c'est un roman que j'ai beaucoup aimé. Je sais que l'autrice, elle a fait un manga aussi, mais il m'intéresse pas spécialement, donc je le lirai pas. Mais pour l'instant en français il y a que ces 2 romans qui ont été traduits, donc Les Mémoires d'un chat et celui-ci Au prochain arrêt. Malheureusement pour moi parce que c'est vraiment une autrice que j'aime beaucoup et qui est un peu mon autrice douceur, mon autrice doudou comme beaucoup d'autres, mais voilà, je vais continuer dans mes autrices doudou parce que j'ai pris à la bibliothèque Ito Ogawa, je crois que j'ai pris le Restaurant de l'amour retrouvé. Donc voilà, j'avais beaucoup aimé La papeterie de Tsubaki, donc je pense que je vais le lire très prochainement parce qu'il me fait beaucoup envie et que ça fait des mois et des années, non j'abuse, des mois que j'ai envie de le lire. Donc je vais prendre le temps de le lire pour me consoler, de ne pas avoir d'autres romans de Hiro Arikawa. Et je vais vous parler rapidement de mes prochaines lectures. Je pense que je vais lire je sais pas ce que c'est, si c'est un essai ou quoi. Mais je l'ai aussi pris à la librairie où je travaille, c'est Traduire les émotions de Shirin Shamsin, pardon. Donc ça c'est juste parce que je suis traductrice et que ça m'intéresse beaucoup. Donc je sais pas si ça vous intéresserait grandement, mais si jamais je le lis, j'en parlerai quand même parce que ça reste une de mes lectures tout simplement. Et comme je vous en parlais plutôt, Le Restaurant de l'amour retrouvé de Ogawa Ito, ou Ito Ogawa. Et voilà, j'aime pas trop la couverture, je la trouve pas ouf, mais en tout cas c'est un livre que j'aime beaucoup, c'est l'un des premiers que j'ai vu d'elle. Et c'est sûr que la couverture comparée à La papeterie de Tsubaki, elle donne pas trop envie, mais c'est pareil, une jeune femme de 25 ans qui a eu un chagrin d'amour, elle revient chez sa mère et elle va faire de la cuisine, tout ça. Et je pense que ça va être très doudou comme La papeterie de Tsubaki. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et également toutes les lectures que vous avez faites en janvier ou ce que vous avez envie de lire en février. N'hésitez pas à me dire tout ça, je le lirai avec plaisir et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!